Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on appellera du whales watching, c'est-à-dire on va vraiment analyser on-chain ce qui se passe du côté des baleines et puis on va également aller voir les news, etc. Enfin, faire le truc habituel, un petit peu la routine habituelle. On est là sur le BTC face au dollar en daily. Quand on regarde le price action concept, on voit que toutes les structures ici ont changé de caractère, vous le voyez, c'est-à-dire qu'on est passé sur un caractère haussier sur pas mal de structures. Vous voyez que le Loxalgo considère ici que ça c'est une prise de liquidité puisque la bougie elle est entourée en rouge. Donc pour le moment effectivement la lecture est un petit peu la même que la nôtre, à savoir que on a encore ici peut-être un petit peu de mouvement à faire pour éventuellement aller prendre ce gap ou alors celui-ci. Maintenant c'est pas tout à fait sûr que ça se passe comme ça. Encore une fois, si on a un énorme momentum en ce moment sur Bitcoin à l'achat, bien évidemment ce mouvement ne se fera pas. Mais pour le moment moi c'est plutôt ce que je vois. Par contre, effectivement, toutes les structures, sur le plus haut qu'on a fait, sur cette prise de liquidité-là, justement, sur cette bougie-là, toutes les structures sont passées en changement de caractère haussier, à part la 15 minutes à ce stade, qui nous refait un changement de caractère vers le bas. Donc, est-ce qu'on est au début d'une baisse ou pas? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, sur la price action, bien évidemment. Donc ça c'était juste pour vous montrer ça. Vous voyez que bon, en daily pour le moment, le point qui tient finalement c'est toujours le même point 1 heure qu'on avait dit. Donc pour moi on est toujours dans le même range. Et en dessous le point qui tient c'est celui-ci. En termes de mèche, vous le voyez en daily, on n'a jamais réellement clôturé une bougie entière en dessous. Et on le voit également sur les mèches, on va rarement en dessous de ce point-là. Donc on a fait notre prise de liquidité vers le haut. Est-ce que maintenant on se dirige vers le bas pour faire une prise de liquidité en dessous de la structure également? C'est effectivement encore une fois la question qu'on pourrait se poser ici. On va passer sur le 4 heures. Sur le 4 heures, toujours la même un peu latéralisation. Pour le moment, la 4 heures semble en caractère haussier. Vous le voyez ici, puisque on était passé sur un caractère baissier. Vous comprenez qu'ici, on était sur la descente. Et on a eu un changement de caractère ici, puisqu'on a fait un nouveau plus haut à ce stade. Et la 4 heures, on ne sait pas encore pour l'instant si elle est haussière comme ceci. Donc, on va faire un nouveau plus haut au-delà de ça. Ou alors si elle est désormais passée baissière et qu'on se cogne la tête contre cette fameuse résistance 1 heure dont je vous parle ici, celle-ci. C'est même une daily, on a vu tout à l'heure qu'on n'arrivait pas à clôturer daily au-dessus. En 1 heure, on est plutôt haussier à ce stade. On aura la réponse ici si on a cassure des 28,8 et bien que la 1 heure reste haussière, et si jamais on se fait repousser toujours par ce même point, on aura la réponse de savoir si désormais elle passe baissière. Et puis effectivement sur la 15 minutes, on est passé baissier dorénavant, vous le voyez ici comme ceci. Vous regardez toujours un peu la dernière branche du mouvement, et là en l'occurrence refaire un changement de caractère haussier sur la 1 heure, ça serait revenir jouer avec la résistance du haut. On va voir si la liquidité elle est plutôt au-dessus ici à ce stade. On sait qu'on en a beaucoup en dessous, c'est l'analyse qu'on donne depuis désormais pas mal de temps, mais est-ce que à court terme on a de la liquidité à venir chercher éventuellement au-dessus de ce point là? Donc est-ce que les 28,8 ont été shortés? Ça va être un petit peu la question du jour. Concernant Ethereum, pour le coup, Ethereum a fait sa prise de liquidité également au-dessus. On voit que sur Ethereum, on va dire que le point à venir chercher, on est dessus ici à ce stade. En tout cas, on a plutôt l'air d'avoir, je me remets ici, voilà. On a plutôt l'air sur Ethereum d'avoir fait ce breakout et de s'installer au-dessus. Bon, là, vous voyez qu'on est en 15 minutes. Est-ce qu'on l'a fait en daily ou pas? Est-ce qu'on l'a fait en daily ou pas? Pas vraiment à ce stade. Vous voyez qu'on est plutôt en haut de l'histoire, mais on ne l'a pas fait à ce stade. Personnellement, moi, je cherche plutôt à shorter Ether là, dans cette logique-là, on va dire. C'est plutôt Ether que je vois avoir un potentiel baissier relativement important, et je me concentre plutôt sur Ethereum que sur Bitcoin, étant donné que j'ai l'impression que à court terme, en tout cas, on a plus de liquidité en long sur Ethereum. Donc pas mal de monde en long, on l'a vu dans la vidéo
vidéo d'hier. Cela dit, on a commencé aujourd'hui, on a fait une ouverture ce matin au-delà de ce point-là. Vous voyez que la bougie pour l'instant se trouve de l'autre côté ici, du point que je vous avais montré, le creux 1 heure. Et donc du coup, on va voir ici comment ça se construit. Si on arrive à faire une bougie en dehors, on devra considérer que ce point-là est perdu, peut-être chercher un nouveau point légèrement au-dessus duquel clôturer. Mais pour le moment, vous le voyez, Ethereum qui n'arrive pas tout simplement à passer cette résistance-là alors que Bitcoin l'a fait. Donc la daily reste haussière sur Ether, la 4 heures elle reste haussière également, donc on s'attendrait ici à éventuellement venir casser les 1847. Encore une fois, la recherche de short que je suis en train de faire là est plus ou moins contre-tendance, donc ceux qui jouent vraiment les tendances et qui jouent plutôt la chose un peu comme des serrures, c'est-à-dire tout simplement jouer la bonne structure avec la bonne tendance, ici vous aurez potentiellement un trade à passer de, on va dire ici à l'attaque de ce point, 1818 et prise de profit partiel à 1846. Et la 15 minutes, même chose que Bitcoin, elle est à ce stade baissière avec ce point qui semble ici faire support, c'est-à-dire les 1815. On pourrait ici avoir éventuellement un triangle descendant, à voir si c'est vraiment ce qui se met en place sur le 15 minutes, mais j'en suis pas si sûr. Hier, on a pas mal regardé Ethereum BTC, donc on va faire un point là-dessus également. Où est-ce qu'on en est sur Ethereum BTC ? Alors d'une certaine manière, vous le voyez, on est au retour de, on a refait contact avec cette potentielle résistance ici. Si on arrive à réintégrer pour moi cette zone, c'est-à-dire globalement les 0,065, ça pourrait vouloir dire que on retourne à l'attaque des 0,08. En tout cas, une surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin pendant un certain temps. Si c'est pas le cas, si on a vraiment perdu ce point et qu'on dévisse, on va venir attaquer beaucoup plus bas, c'est-à-dire pour moi quelque part par là, les 0,058. Ou en tout cas, ici on est dans une zone 2 d'Elliott au niveau de la zone de rechargement, c'est-à-dire que ça pourrait, c'est ce que je vous ai montré hier, nous donner une zone 2, et si on descend plus bas, ça sera une zone de rechargement institutionnel qui va être entre le 0,618 et le 0,786. On va la noter ici, on va la mettre en rouge pour bien faire le distinguo entre les deux. Pour moi, voilà, on pourrait accumuler ici, en tout cas, entre les 0,5 et les 0,618, éventuellement repartir, et ça nous donnerait peut-être un mouvement qu'on attend déjà depuis un moment sur Ethereum contre Bitcoin, c'est-à-dire une surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin. En ce qui concerne la stablecoin dominance, pas de mouvement pour le moment qui nous emmènerait, donc là, ça correspondra à une baisse sur Bitcoin à peu près aux 25 000 $, peut-être légèrement en dessous. Pour le moment, on est plutôt en train d'essayer de travailler ce support potentiel ici, vous le voyez. Donc on essaye d'attaquer le creux qui est là, la vallée qui est là. Comprenez bien qu'on a également un double top ici qui nous donnerait une target à peu près à l'attaque vraiment backside de ce creux, c'est-à-dire au fin fond du creux là ici, comme ceci. Donc ça c'est une target du double bottom tout simplement. On va voir si ça se met en place. Sincèrement pour le moment en tout cas ça sent plutôt bon de ce côté là, c'est-à-dire on a une stablecoin dominance qui nous avait donné un premier double top qui est ici. Elle a atteint cette première target, ce faisant elle a construit un plus grand double top qui est là. Pour le moment il a bien cassé, vous le voyez ici on a eu on a résisté sur ce point là des 12%. On est revenu retest un peu plus haut ici au niveau des 15, ça c'est quand on est allé à 20 000 $. Et puis ensuite on est redescendu. Pour le moment on prend cette pente là ici en daily, c'est pour ça que je l'ai gardé. Pour moi il se pourrait qu'on vienne retester à nouveau la ligne de coup de ce double top une nouvelle fois, c'est-à-dire assez souvent il y a retest, donc ça nous emmènerait comme je vous le disais tout à l'heure autour des entre 2300 et 25,2 selon la dominance. Mon pronostic ici c'était de dire que potentiellement il était bien possible que si Bitcoin latéralise dans la zone, on ait une petite alt season, un joli rebond sur les alts. Ça a été le cas plus ou moins hier, les alts ont très bien performé, mais vous voyez que aujourd'hui, la correction est d'autant plus, elle n'est pas d'autant plus forte. On a une correction, on va dire, qui est quand même sur les alts relativement marquée. Au niveau des news, le Nasdaq qui nous fait son meilleur trimestre depuis 2020.
des histoires autour de Trump. Vous savez que Trump a eu un indictment, c'est-à-dire que on a levé son immunité d'ancien président pour l'attaquer sur un sujet. Alors je crois qu'en l'occurrence c'était une liaison avec une actrice porno. C'est pas vraiment la liaison avec l'actrice porno ici qui est mise en cause, c'est plus le fait que il ait probablement fait un arrangement, mais qu'il n'ait pas dit qu'il avait fait cet arrangement. En fait, au moment tout simplement des élections, il n'a pas réellement dit qu'il avait fait cet arrangement, et donc du coup il s'est plutôt arrangé directement avec son avocat, c'est-à-dire qu'il a payé son avocat petit à petit au niveau de cet arrangement. Donc l'avocat a payé cette jeune femme, et lui a payé directement son avocat au mois le mois, ensuite en faisant croire que c'était des honoraires, et ça pose un souci parce que ça voudrait dire qu'il a menti pendant une campagne présidentielle, et donc du coup là on est dans quelque chose qui est de l'ordre du criminel, on va dire, pendant une campagne présidentielle. Donc on va voir, je pense pas que ça empêche Trump de se présenter. Moi personnellement j'ai pas vraiment... Alors on va dire, c'est pas que j'ai pas de préférence entre Trump et Biden, je trouve que les deux sont globalement relativement ridicule un peu, enfin de toute façon voilà, c'est la grande mascarade pour moi de la politique américaine, je pense, et il y a beaucoup d'Américains qui le disent d'ailleurs, que c'est vraiment une blague. Maintenant, j'ai tendance à préférer ce que fait Trump au niveau international, encore que il a énormément exacerbé les tensions avec la Chine, et j'ai tendance à dire que voilà, Biden a des petits problèmes cognitifs en ce moment, qu'il n'est pas forcément en très grande forme. Bon voilà, j'ai pas vraiment d'avis en fait réellement sur le sujet. Cela dit, voilà, pour moi, il y a peut-être éventuellement le gouverneur de Floride qui aurait ma sympathie, puisqu'il est pro-crypto, et que donc ça serait celui qui, si jamais Trump ne passe pas, potentiellement pourrait passer les primaires. On va voir si c'est le cas. En tout cas, voilà, du côté des républicains, personnellement, ça serait plutôt lui qui aurait ma préférence. Bittrex qui va fermer aux États-Unis visiblement pour des causes de volume, très peu de volume, etc. Donc ça, on va voir si effectivement c'est le cas. En ce moment, il y a l'Ethereum Denver, donc apparemment NIR qui va lancer sa blockchain opérative. Plus d'1 milliard sur le Terra USD stablecoin volume, donc je pense que c'est l'ancien Terra USD. Non, c'est peut-être le True USD d'ailleurs. Terra USD, c'était l'USD, je me rappelle plus. Bon bref, non, c'est le True USD, autant pour moi. Donc voilà, un nouveau stablecoin qui s'impose, c'est peut-être une bonne chose. Notamment, je pense, poussé en partie par Binance, je crois. Ensuite, Bittrex qui ferme aux États-Unis, ça j'en ai parlé. Le gouvernement qui a dans les tuyaux, et ça on avait fait une vidéo là-dessus, de vendre 41 000 bitcoins qui sont connectés à Silk Road. Donc là il faut comprendre également que ça fait partie du plan, encore une fois américain, de en ce moment pousser la crypto vers le bas. Personnellement, je ne pense pas que les Américains soient en train de tourner le dos à la crypto. Je pense plus qu'ils sont en train d'essayer de plomber le prix pour tout simplement rattraper un train qu'ils n'ont pas pris comme ils voudraient pour des raisons de régulation. Maintenant, c'est mon avis, puisqu'on a vu des gens qui sont très en avance du côté de BlackRock, Fidelity, etc. eh bien mettre quand même des billes assez fortes dans la narration crypto. Est-ce qu'ils veulent en mettre plus? Est-ce que les banques ici, les banques commerciales veulent aussi avoir leur part du gâteau de cette histoire-là alors qu'ils ont raté le train pour le moment? Est-ce qu'on veut éventuellement protéger quand même le système commercial en place? Voilà, c'est un petit peu les questions qu'on va se poser prochainement sur la crypto. En tout cas, en ce moment, bien évidemment, beaucoup d'attaques du côté à la fois de la SEC, CFTC au niveau de Binance, Michael Barr qui est donc le vice-président de la Fed qui attaque très très fort, le système FedNow qui est le système, on va dire, c'est pas vraiment une monnaie numérique de banque centrale, mais c'est un système live H24 et 7 jours sur 7 sur la monnaie de banque centrale qui est en train de se mettre en place. On va voir ici, on va voir si d'une certaine manière il n'y a pas quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau plus important, on va dire, voilà. La semaine prochaine, puisque je pense qu'il n'y aura pas de vidéo demain, j'ai pas mal de trucs à faire demain, donc je suis pas sûr de pouvoir faire une vidéo. Eh bien, la semaine prochaine, on aura discours de Bullard, qui est le président de la Fed de Saint-Louis. Ça, c'est pas forcément intéressant. Ici, on regardera quand même l'ISM, qui est un indice de manufacturing qui peut éventuellement nous donner des infos sur la bonne santé de la production américaine ou pas. Pas mal, vous le voyez, de présidents de banques centrales locales qui vont parler. Le rapport ADP, donc sur l'emploi pour le mois de mars, qui va sortir le 5.
Ça, c'est relativement important, puisque ça nous dira un peu la tendance sur, eh bien, tout simplement, le marché de l'emploi. Ensuite, le lendemain, en général, non, c'est 2 jours après, on aura le vrai US Employment Report. Donc, le ADP est un rapport privé, mais relativement précis, sauf à dire que les 1 ou 2 derniers avaient été un peu foireux, et c'était plutôt l'Employment Report, donc la partie qui est sortie par le BLS, donc la partie, on va dire, agence publique américaine, qui était plus précis. D'habitude, c'est plutôt l'ADP d'ailleurs qui est dans la précision. Et surtout là, les average hourly wage, c'est-à-dire le salaire horaire. Est-ce que le salaire horaire augmente ou pas? On veut que le salaire horaire diminue d'une certaine manière pour ne pas avoir une spirale des salaires, c'est-à-dire que les salaires augmentent, donc les prix augmentent, donc la demande augmente, donc les prix augmentent, etc. Donc ça sera quelque chose qu'on suivra de près, et on veut que le chômage augmente légèrement de manière à dans une certaine mesure, bloquer un petit peu la Fed sur son système, tout simplement, sur la hausse des taux, hein. Au plus on aura une économie, et puis également on veut que le chômage augmente, oui, c'est surtout par rapport à la Fed, on va dire, et puis également, de se dire, le niveau de chômage et le marché de l'emploi, voilà, chercher mes mots, aux États-Unis étant très tendu en ce moment, on veut que ça se libère un petit peu. On avait vu et on avait regardé que c'était pour des raisons principalement démographiques, le fait que le marché de l'emploi soit extrêmement, une très grande vitalité aux États-Unis et qu'on soit quasiment au plein emploi. C'est pour des raisons tout simplement post-Covid, avec des gens qui ne sont pas revenus travailler, etc. Et bien évidemment, on a aussi des gens qui se battent contre l'inflation, donc du coup ils prennent un deuxième job, ça prend potentiellement le job de quelqu'un, etc. Et en ce moment, on a une certaine partie des États-Unis qui ne veut pas travailler, on va dire, puisqu'ils n'ont pas envie de revenir bosser, et puis une autre partie qui travaille beaucoup plus, tout simplement parce que ils ont des problèmes avec l'inflation, ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour une partie de chômage qui serait quand même relativement saine à avoir. Voilà. On a fait le tour des news. On va faire maintenant toute cette partie dont je vous parlais, qui va être du whales watching. Ça va être relativement simple. D'abord, vous avez sur BitInfoCharts ce qu'on appelle la rich list sur Bitcoin, c'est-à-dire, là on va regarder plus ou moins dans les 100 premières adresses, les 100 plus grosses adresses, quels sont éventuellement les portefeuilles, on va dire, privés, qui en ce moment ont eu beaucoup de flux dernièrement, et qu'est-ce qu'ils font. Vous le voyez ici, les 3 premiers wallets appartiennent à Binance et Bitfinex, pour le coup on les connaît, donc on sait que si jamais à un moment donné des coins arrivent sur ces wallets-là, pour le coup c'est pour être vendu. S'ils arrivent d'un portefeuille privé à un portefeuille estampillé Binance ou Bitfinex, on sait qu'effectivement, ces coins ont été vendus. Après, cela dit, on a ici cette baleine qu'on suit beaucoup, qui est la baleine numéro 4, qui s'est plutôt positionnée à la vente dernièrement, et c'est ce que je vais vous montrer. Donc, vous le voyez ici, c'est l'adresse qui se termine par SCD. Je pense que je l'ai gardé quelque part ici. Même pas, alors c'est pas grave, on va aller cliquer dessus, hop. Et où là, effectivement, on a eu des outflows assez importants, vous le voyez ici, depuis déjà un certain temps. On était à 142 000 bitcoins, ne serait-ce que le 16 novembre 2022. Et là, depuis tout le début de l'année, c'est plutôt une baleine qui est en train de lourder. Est-ce que ça veut dire qu'elle vend ou pas? C'est ce qu'on va regarder. On va notamment ici aller traquer, par exemple, ces dernières transactions. Et donc du coup, pour traquer une transaction, vous allez, ici, autant pour moi, vous allez donc sur celui qui a reçu la transaction. Vous voyez que celui qui a reçu la transaction, c'est un portefeuille estampillé 6KH. Et là, pour le coup, je pense que je l'ai quelque part, celui-ci. Même pas, non, c'est pas grave, on va cliquer dessus aussi. Et le portefeuille 6KH, effectivement, reçoit tout cet argent, et on voit que ce portefeuille est en train de grossir. On voit qu'il grossit très exactement à la lumière et à la force de... Pardon, excusez-moi, d'ailleurs, ça a été la réception d'argent dont je vous parlais. 1666,66 Bitcoin, peut-être un sataniste.
Et donc du coup, on voit que ça retransite vers un autre portefeuille. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce portefeuille, j'ai l'impression, personnellement, quand je le regarde, donc le wallet ici, vous le voyez qui se termine par 6KH, que c'est un portefeuille de transit. Il appartient quand même à cette baleine numéro 3 parce que on voit qu'il ne reçoit que des bitcoins de cette baleine-là. Et donc pour moi, voilà, c'est un portefeuille qui est, entre guillemets, un portefeuille sandwich, pour tout simplement ne pas aller vendre directement, mais sur lequel on a effectivement des bitcoins qui se rapprochent du marché. Donc ça, c'est important à comprendre. Pour moi, voilà, vous le voyez ici, on avait eu moins 20 000 bitcoins sur notre ami la baleine 4. Et en l'occurrence, ici, vous voyez qu'il en reste 10 000 sur son wallet. Donc on estime que 10 000 sont effectivement sortis. Et vous le voyez, c'est effectivement là les 10 000 qui sont ici. Donc pour moi, il y a le même comportement. Les transactions sont, on va dire, unilatérales entre ce portefeuille et le portefeuille 4. Donc du coup, j'estime qu'il appartient à la même personne. Donc quand je vais voir une sortie sur le portefeuille numéro 4, je vais avoir tendance à aller voir ce portefeuille-là. Qu'est-ce qu'il dit lui et est-ce que réellement il est positionné à la vente? Alors pour le coup, là, on a cette dernière transaction qu'on va suivre et où effectivement, on a une transaction avec un portefeuille qui s'appelle P4P. À la fin, vous le voyez. Alors P4P, est-ce que je l'ai pour le coup? Pas du tout. Si, non, pas du tout. C'est pas grave, on va suivre, on continue la transaction, on continue à tracer. Ah, et là, j'ai quelque chose de plus intéressant. J'ai vraiment une manière de faire des transactions qui est beaucoup plus importante. Vous le voyez ici, on a, alors je sais plus où est-ce qu'on peut voir les ins et les outs. C'est pas grave. Bon, du coup, on a cette adresse qui a 3500 BTC ici à ce stade, et vous voyez qu'on a des transactions qui se passent tous les jours sur ce portefeuille. Là, c'était hier, par exemple, vous avez eu 4 ou 5 transactions. Pour moi, si j'observe la quantité, vous voyez qu'il a reçu 98 000 BTC, il a renvoyé 95 000 BTC. C'est typiquement un portefeuille qui appartient à un market maker qui fait de la vente OTC. Il y a tellement de transactions sur ce portefeuille, il y a tellement de volume, et vous voyez que là actuellement il y a 100 millions dessus, que j'aurais tendance à dire que ça pour le coup c'est de la vente OTC, c'est-à-dire que notre baleine 4 a envoyé vers un portefeuille sandwich de l'argent et ensuite il a fait du commerce avec la baleine 4. On pourrait retrouver la transaction à 1600, alors c'était pas du coup 1666, vous voyez qu'on brouille les cartes, c'était du coup 1650. Donc il y a peut-être une commission aussi à un moment donné qui a été donnée là. Peut-être que le portefeuille sandwich, c'est un premier OTC ou quelque chose. Mais pour moi, il est tellement unilatéral avec la baleine 4 que voilà. Donc 1650 BTC, on devrait pouvoir le trouver ici. Alors je sais plus quelle était la date. Il faudra aller chercher très loin parce que ce portefeuille travaille beaucoup. Mais là pour moi, ça c'est de la vente. Pour le coup, c'est de la vente OTC. P4P, je l'estampille étant donné qu'il n'y a que 3000 BTC dessus, mais que c'est un portefeuille qui travaille tous les jours. Vous le voyez ici, 3120 entrées, 3112 sorties. C'est un portefeuille qui travaille beaucoup. Pour moi, c'est un portefeuille de vente OTC, over the counter. Qu'est-ce que ça veut dire OTC? Ça veut dire tout simplement, je vends des BTC, mais je les vends pas sur Binance ou quoi que ce soit pour éviter ce qu'on appelle un slippage. C'est-à-dire que sur Binance, je vais être tributaire du carnet d'ordre. Je préfère appeler un copain. Ce copain me dit un prix et finalement, on s'arrange tous les deux et on ne passe pas par le marché. On passe sous le manteau, over the counter, au-dessus du comptoir. Donc OTC, ici pour moi, voilà, market maker typiquement qui a beaucoup de lignes de crédit par ailleurs un peu partout et qui fait de la vente OTC. Donc ça c'est important, pour moi oui il y a eu vente de 10 000 BTC de notre baleine 4 et oui elle s'est faite avec P4P qui est un market maker. Et si on va retracer d'autres transactions, vous allez retrouver P4P assez souvent qui fait du business avec notre ami celui-ci. Par exemple je pense que là, quand on a les 4000 BTC, vous voyez qu'il y a 2000 BTC qui vont effectivement vers P4P. On a un split également, hein, vous le voyez qu'il y a X8G qui a lui aussi un comportement plus ou moins de market maker. Mais ah non pardon, autant pour moi. X8G, pour le coup, on est peut-être sur soit un portefeuille de split de notre ami P4P, mais X8G, on le retrouve assez souvent également. En tout cas ici, vous le voyez, 2000 BTC qui partent vers P4P, donc il y a potentiellement ici, bien évidemment, une vente. Ce qu'il faut comprendre, et on va revenir ici à notre ami la baleine 4, c'est que
ici, vous avez l'impression qu'il a acheté d'un coup. Bah non, en fait, c'était déjà un portefeuille qui était baleine numéro 4, qui en fait a changé d'adresse. Donc ici, bon, parfois, on essaye de brouiller les cartes. On a cru à ce moment-là qu'il y avait 120 000 BTC qui allaient être vendus, étant donné que tout le monde suivait un petit peu ce portefeuille. Et en fait, il a juste changé d'adresse, c'est-à-dire que c'est 120 000 BTC, 140 000 à l'époque, je sais pas combien il y en avait, voilà. 120 000 ont été, finalement, sont repartis sur un autre wallet. Donc il a changé d'adresse, ce jeune homme, ce monsieur, cette personne, cette institution, on ne sait pas. Et puis il a recontinué à accumuler, vous le voyez ici, et là on était dans la zone sur BTC qui était globalement 8 octobre, fin de l'année en fait, hein, juste avant qu'on fasse ici le petit pump. Là on est complètement dans le W. Ici il a commencé à vendre en novembre, il a commencé à vendre un tout petit peu. Ici une grosse vente qui s'est faite, enfin une grosse vente, un transfert en tout cas, et potentiellement vente OTC encore une fois qui s'est faite à peu près en janvier. Et ici une nouvelle vente qui s'est faite en mars. Maintenant on voit que c'est pas réellement des ventes qui se sont produites là. Ce qu'il faudrait aller voir, c'est effectivement à quelle date. Pardon, j'ai pris 6 cash là. Oui, c'est ça. Donc 6 cash, et du coup ici, à quelle date réellement? Ben, on pourra le voir ici d'ailleurs. À quelle date a été vraiment vendu? C'était le 16 mars. Donc vous voyez que on pourrait se penser que ce mec-là a vendu pendant le W et pendant le début de la hausse, en fait. Ben non, pas du tout. Il a juste fait un tampon pour aller sur un autre wallet. Et ensuite, pour moi, la vraie vente, elle a eu lieu ici autour des 25 000 $. Donc ça, c'est important. Et du coup, je pense que voilà, on va se garder ici à suivre ce portefeuille-là. On a d'autres portefeuilles qui sont intéressants, notamment le numéro 11. Numéro 11 qui finalement, lui, vous le voyez, eh bien, a pas mal acheté du Bitcoin sur toute la descente, hein, vous voyez qu'il y a un très beau DCA ici. Alors on n'a pas réellement le prix moyen, mais pour le moment, cette personne a perdu 826 millions de $. Quasiment 1 milliard, en tout cas s'il a acheté, hein. Bien sûr il est possible là ici qu'il ait recompacté plusieurs wallets ensemble, il faudrait aller vraiment passer du temps pour regarder toutes les adresses, etc. Donc du coup le prix du BTC, vous le voyez ici, on a eu, en fait il a accumulé depuis le top. Et puis ici on a une grosse sortie, alors il faudrait aller voir si c'est vraiment une sortie ou pas. Et puis depuis, donc au moment juste après FTX en fait, hein, vous le voyez là ici. Et puis ensuite depuis surtout le W, on va dire précédent, un petit peu de réaccumulation et réaccumulation également ici. Donc portefeuille numéro 11 n'est pas vendeur. Portefeuille numéro 11, vous le voyez ici, à 20 000 $, il s'est fait un petit peu peur. Je pense qu'il s'agit de cette sortie-là, celle-ci. Mais portefeuille numéro 11 est plutôt à l'achat, 1000 BTC, 4000 BTC, etc. On a actuellement 59 000 BTC sur ce portefeuille. Vous pouvez éventuellement taper l'adresse sur Twitter du portefeuille. Ici, vous le voyez, on a... alors pour le coup, c'est pas forcément toujours... ça va pas forcément toujours vous dire ce qu'il se passe, mais en tout cas, vous pouvez avoir ici des infos sur ce qui a été fait éventuellement par le passé. Alors, je sais pas si j'étais sur le 11 là. Oui, c'est celui-ci. Donc, le Twitter BC1. BC1, oui, c'était ça. Ensuite... Ici, on a ce portefeuille-là qui je trouve intéressant également. Et ben là, pour le coup, c'était le SSD, donc c'était le même. Du coup, je l'avais pas vu tout à l'heure. Et ici, certaines personnes, alors là, pour le coup, la rumeur sur ce portefeuille-là disent que ça serait un portefeuille de SBF. Donc, on revient sur le. Excusez-moi, j'avais pas retrouvé du coup le point Twitter là-dessus. Certaines personnes disent que SCD, donc le portefeuille numéro 4, appartiendrait à SBF. Pour moi, c'est pas réellement possible, au sens où quand je reviens sur le portefeuille précédent, je vois une accumulation bien avant que FTX existe, etc. Donc ce mec-là a acheté ses 100 000 BTC il y a de ça plus longtemps, on va dire, en tout cas. Et je mettrai en pause tout à l'heure et j'irai vous montrer pourquoi je pense que c'est le cas. Cela dit, il y avait quelque chose qui avait été relativement troublant, c'est qu'effectivement, on avait eu beaucoup de sorties d'argent qui avaient été faites pile au moment où FTX, vous le voyez ici autour du 19 décembre,
où Sam Bankman-Fried avait à payer ses 250 millions de dollars. Donc on a ici des gens qui pensent que ce portefeuille a fait un virement vers les gens qui ont payé la caution de SBF, donc du coup où on pense que c'est soit un portefeuille caché FTX, etc. Pour moi ça n'a pas vraiment de sens, au sens où je vois pas FTX se mettre mettre tout l'argent sur un portefeuille numéro 4, encore qu'on a vu qu'ils étaient relativement cons, donc c'est possible qu'ils soient cons à ce point-là, mais mettre tout l'argent ensemble sur un portefeuille à 121 000 bitcoins, le truc qui est vraiment qui flash, surveille-moi, j'y crois pas du tout. Sincèrement, j'y crois vraiment pas du tout. Mais maintenant, on a cette rumeur sur Twitter. Effectivement, il y a eu à peu près 250 millions qui sont sortis, vous le voyez ici, 100 millions, 231 millions en tout qui sont sortis effectivement au moment où SBF avait à payer sa caution. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi le fait de se dire pendant que FTX est en train de tomber, eh bien on avait des sorties sur les portefeuilles, enfin voilà, on est en train d'ici de regarder est-ce que c'est l'œuf ou la poule, ou la poule ou l'œuf, on sait pas trop. Ici on a ce portefeuille là qui est énormément en ce moment en train d'accumuler, portefeuille numéro je sais même plus où voilà, numéro 35 à peu près, enfin là il a dû descendre. Très intéressant, comportement ici où on diminue pendant les hausses et où on baisse pendant les... Ici on était en 2022, là on est début 2023, vous le voyez, à peu près au 14 janvier, il y a eu une très forte hausse sur Bitcoin, et lui il est en train de lourder, et puis là finalement il se remet à accumuler un petit peu, il se remet à lourder à chaque fois qu'il y a une hausse. Donc ça c'est un portefeuille qui est, je pense, plutôt bien géré, vous le voyez, profit 200 millions depuis le départ. Donc ça c'est relativement intéressant, 295 achats et 74 sorties, et ça uniquement depuis... le 2 novembre 2022. Il faudra aller voir la transaction ici qui nous emmène, puisque là on apporte probablement un portefeuille, on va dire papa, un portefeuille antérieur pour devenir le numéro 83. Il faudrait éventuellement aller voir ça pour faire le point là-dessus. Ici, je vous en ai parlé, c'est le portefeuille Market Maker. J'avais tapé l'adresse également sur Twitter, donc là c'est pas celui-ci. Désolé, hein, je pensais que c'était bien classé, mais pas du tout, c'est tout à fait confus en fait cette histoire. C'est pas grave, 10 000 bitcoins ici pour le 6KH, ça c'est le portefeuille entre les deux dont je vous parlais tout à l'heure, et le 6KH, eh bien il apparaît également dans les adresses de Twitter, là vous voyez SBF qui fait qui dit non, c'est pas mes adresses, de toute façon j'ai pas accès à ces fonds là, même si c'était les miennes. Mais en tout cas, vous le voyez ici, il y a des choses intéressantes qui se passent sur ces adresses, donc c'est des choses que vous pouvez suivre, et éventuellement, alors j'ai essayé d'autres logiciels que Twitter, j'ai essayé des logiciels vraiment pour suivre les transactions, etc. Personnellement, moi, ce qui serait génial dans ce contexte-là, en tout cas pour faire ce type d'enquête, ça serait un logiciel graphique, c'est-à-dire que on suit une transaction et on a tout le fil d'un portefeuille à un autre pour essayer de voir tout simplement ce qu'il se fait. Il y a des gros projets autour de ça, il y a des projets, notamment un projet qui s'appelle Bubble Maps. Bubble Maps, oui c'est ça, qui en fait va lier les portefeuilles les uns aux autres en fonction de filtres, mais pour le moment c'est pas très au point et surtout c'est payant, donc voilà, bon c'est juste pour faire du whales watching, je vois pas forcément ici l'intérêt. La baleine 5, qui est toujours, vous le voyez ici, flat, pas de sortie, pas d'entrée, mais l'intérêt ici peut-être 95 000 BTC, on sait que c'est peut-être un portefeuille privé, enfin institutionnel, en tout cas il est pas estampillé, et cette baleine là quand on regarde, il n'y a pas vraiment ici de... ah voilà, il y a des gens qui disent que c'est une adresse de Huobi, donc que c'est en fait finalement la réserve Bitcoin de Huobi, cette adresse à 100 000 BTC. Vous pouvez en faire beaucoup comme ça, et comprenez que ici, la logique, La logique, tout simplement, c'est de dire, bon, je vais sur la rich list, et vous avez, je vais vous remontrer ici, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, à chaque fois que j'ai fait du whales watching, vous avez des adresses qui fonctionnent, vous le voyez ici, pile à 10 000 BTC. On en a énormément, et en fait, ça va du top 90 à peu près, au top... Voilà, on a une trentaine d'adresses ici, et certaines d'entre elles, alors pas toutes, mais beaucoup d'entre elles ont un comportement similaire. Je ne sais pas si on va tomber là sur une bonne, mais là vous le voyez, en gros, à un moment où ça achète 10 000 BTC sur une adresse par exemple, eh bien, sur la suivante, on est à peu près sur des achats de 10 000 BTC également. Donc vous voyez que les dates correspondent, etc. Donc tout ça, c'est probablement une même personne qui ne veut pas être trop surveillée, donc qui...
fait une nomenclature où elle dit à 10 000 BTC, ou alors qui veut protéger son risque. Imaginez que vous arrivez à hacker une adresse, et vous le voyez ici, voilà, on voit sincèrement, vous voyez tout de suite que c'est des mêmes adresses. Déjà, le premier in, vous le voyez ici, il est 11 février, et là, vous le voyez, c'est la même personne. C'est relativement évident que, à minima, de là à là, donc de 101 à 107, c'est le même portefeuille qui a juste été splitté en adresse de 10 000 BTC. Pareil, on revient ici sur le 11 février. Voilà, on a 9 ou 10 adresses là qui sont tout simplement sur une institution ou une personne qui a plus de probablement 90 000 BTC, mais qui lui pour le coup ne veut pas se retrouver en haut du tableau de chasse, on va dire, mais plutôt tout simplement se planquer un petit peu derrière. C'est une répartition du risque déjà. Si vous avez une adresse qui est hackée, au moins vous aurez que 10 000 BTC qui seront hackés, donc ces clés correspondent à ça. C'est une répartition du risque tout simplement. Et puis derrière également, comprenons bien que ça permet de ne pas passer au-dessus des baleine à bosse. Donc vous, au niveau de Glassnode, vous sortez tout simplement des statistiques des supérieurs à 10 000 BTC, ce qui peut être éventuellement intéressant. Également, vous allez surveiller ici ceux qui ont exactement le même nombre de BTC. Alors là, c'est un peu moins le cas, mais je crois que dans cette zone-là, voilà, 8175, vous le voyez ici. Tout ça, c'est probablement également la même personne qui répartit son risque également. Vous voyez, première entrée le 12 mai, 12 mai, 12 mai, 12 mai. Donc là, pour le coup, on a 50 000 BTC qui sont probablement 40 000. Un peu moins 32, 30, 40 000. 40 000 BTC qui sont probablement à la même personne. 12 mai également ici, là c'est la même chose. Bon, voilà, probablement que ces 7 adresses-là correspondent à la même personne. Donc vous pouvez ici voir des comportements intéressants. Voilà, sur BitInfoCharts, vous pouvez aller vous amuser à essayer de traquer, à essayer de voir, par exemple, vous pouvez éventuellement vous dire je vais essayer de suivre une adresse et puis de réfléchir à pourquoi elle a vendu, pourquoi elle a fait ceci, pourquoi elle a fait cela. N'hésitez pas à aller faire ça, c'est relativement intéressant, ça peut être éventuellement formateur. Encore une fois, il faut faire attention au on-chain. C'est pas parce qu'il y a une sortie sur un wallet que ça veut dire qu'il y a une vente. C'est ce que je vous ai montré sur le numéro 3 ici, où on voit très bien que ça va sur un sous-wallet. Et ce sous-wallet, ensuite, pour le coup, lui, fait probablement une vente, puisqu'on a tellement de volume sur la 3e adresse dont je vous parlais, qu'on a probablement quelque chose. Voilà, c'était tout pour mon Whales Watching. Je trouve ça intéressant de le faire de temps en temps. On va désormais passer la page de pub. Je rappelle que je suis partenaire également maintenant. J'ai pas refait la page de pub, j'ai pas eu le temps, mais avec KuCoin, donc vous pouvez faire exactement les mêmes choses que ce que vous verrez sur la page de pub, avec Bybit et BitGet, mais également avec KuCoin, puisqu'on va commencer à attaquer une chasse aux altcoins ici, un peu exotique sur KuCoin, puisque je pense qu'on est dans une fenêtre relativement intéressante où les alts commencent à être accumulés. Donc du coup, on va ici aller voir des alts un peu plus exotiques que ce qu'on peut regarder normalement. Je vous envoie la page de pub et on finit sur la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon.
Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Donc voilà, je vous montre des outils ici, comprenez bien que vous n'êtes pas obligé de les utiliser tous et au contraire, mais je vous montre iBlock, je vous montre BitInfoCharts, je vous montre Glassnode, c'est des choses qui sont intéressantes de toute manière et sur lesquelles si vous vous formez, vous aurez une vision un peu différente des choses, vous comprendrez comment fonctionne le marché, vous comprendrez également qu'il n'y a pas forcément de smart money, il y a plutôt, parfois vous avez des whales qui accumulent et vous en avez d'autres qui vendent, ce concept ici pour moi on se fait avoir par les manipulateurs, il est uniquement valable pour les market makers. C'est-à-dire que ce concept de j'ai du gros argent, il faut comprendre comment fonctionnent les market makers en fait, et j'ai pas mal discuté à Paris avec un market maker en l'occurrence. Je lui ai demandé de faire une interview, je lui ai dit vas-y s'il te plaît, même on l'a fait anonymat et tout, mais s'il te plaît, c'est tellement intéressant tout ce que tu racontes ça serait vraiment super sur ma chaîne que tu viennes intervenir. Il m'a dit mais nous les retail on préfère rester dans l'ombre, tu comprends, on n'a pas, on a aucun intérêt à aller faire des interviews avec des youtubeurs de retail, tout simplement parce que c'est justement, c'est des choses qu'on veut pas dire entre guillemets ce qu'on fait, effectivement, ça veut pas dire nécessairement ce qu'il faut comprendre. Voilà, dans un market maker, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici, vous le voyez, les liquidations en face. Lui, il va prendre le contrat dont personne ne veut. C'est son travail, et en fait l'exchange ne le paye pas réellement pour ça. Par contre l'exchange va lui donner des lignes de crédit, c'est-à-dire que l'exchange va dire écoute, si tu veux apporter de la liquidité sur mon exchange, et l'exchange ne gagne rien là-dessus, hein. Il faut comprendre aussi également que c'est un travail, et le risque il est très très fort quand vous avez un market maker qui travaille exclusivement pour un exchange, comme ça avait été le cas pour Alameda et FTX, comme ça a peut-être été le cas, je me rappelle plus, Merit, Fried Merit et Binance, où pour le coup ils ont arrêté de le faire, mais là il y a un problème parce que effectivement vous avez toutes les informations de l'exchange déjà, et ça a été prouvé que Alameda n'était pas liquidé quand ils perdaient chez FTX. Ils avaient une sorte de pare-feu qui leur évitait la liquidation, donc ils gardaient leur position en négatif. Finalement il n'y avait pas de liquidation qui se passait chez FTX, et là ça devient extrêmement dangereux et ça devient vraiment de la manipulation de marché pure et dure. Maintenant qu'est-ce que va faire l'exchange? Il va dire au market maker ok, je te donne, mets-moi 100 millions, je te donne une ligne de crédit à 1 milliard parce que je te connais, je sais que je t'aime bien, je sais que voilà, nana, machin. Et puis, en fait, c'est toi qui vas venir faire avec ton logiciel, tout simplement, prendre les contrats et éviter que sur mon exchange, sur les perps, on ait du slippage, pour le coup, le carnet d'ordre soit vide, qu'il n'y ait pas de liquidité. Au début d'un exchange, c'est ça le problème. Et que du coup, les gens se retrouvent finalement à venir longuer Bitcoin alors qu'il est à 20 000 $, et sur un autre exchange, je dis une connerie, mais il va être à 25 000 parce que là, il y a de la liquidité. Parce que là, celui qui va longuer, il va racheter les contrats qui sont en dessous. Donc en fait, ce qu'on demande au market maker, c'est de prendre le contrat en dernier ressort, c'est-à-dire tout simplement, d'ailleurs à l'époque, je vous invite à aller voir, à vous instruire éventuellement là-dessus, mais finalement les market makers étaient ceux qui décrochaient le téléphone alors que personne ne voulait le décrocher. C'est-à-dire ils prenaient l'autre partie du trade. Quand vous vouliez vendre quelque chose, pendant les grandes crises, etc., vous appeliez un market maker, c'était le seul qui était obligé même de répondre au téléphone et de prendre l'ordre en face. Et à partir de ce moment-là, au bout d'un moment, quand ils ont absorbé tous les ordres en face, le marché se retourne tout simplement, puisqu'il n'y a plus personne qui veut vendre à un certain prix. On en arrive au point où effectivement l'autre partie du trade n'est plus possible puisqu'il n'y a plus personne. Et là, effectivement, le prix commence à remonter, il commence à essayer d'exciter un peu ça et à essayer de remonter le prix dans l'autre sens. Et à la fin de l'année, à la fin de la journée, ils vont empocher le spread en fait, c'est-à-dire la différence entre justement par rapport
rapport à ce qu'il y aurait eu sur un autre exchange, la différence de spread qu'il aurait pu y avoir. Il y a aussi des opérations, comme je vous l'ai expliqué, qu'ils font, qui sont des opérations d'arbitrage, c'est-à-dire je vais aller acheter sur un exchange, je vais aller vendre sur un autre de manière à ce que les deux exchanges soient tout simplement toujours un peu corrélés, et je vais empocher la différence, le spread. Et puis il y a aussi des opérations OTC, c'est-à-dire à un moment donné, moi j'ai dans les mains 4000 bitcoins, Michael Saylor veut acheter ces 4000 bitcoins, il veut pas les acheter sur au market parce que tout simplement il sait que sinon il va acheter sur la montée, donc lui il a calculé le slippage qu'il va avoir, on va tous les deux faire le point ensemble et il va me donner une commission tout simplement pour on va être le prix auquel je vais lui vendre plus le prix auquel lui aurait acheté s'il avait eu à avoir le slippage, donc du coup s'il avait acheté market, eh bien, il aurait eu un prix augmentant en fait. Admettons qu'il voulait acheter market à $20,000, il aurait finalement payé peut-être 22 000 son dernier bitcoin, donc il aurait eu quelque part un bitcoin à 21. Et ben moi, je suis prêt à lui vendre à 20 800. Sachant qu'il faut bien sûr que j'ai acheté ce bitcoin en dessous, et il faut bien évidemment ici il y a toujours un petit peu la notion de profit à faire, etc. Bref, 65 millions de liquidés hier, à peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum. C'est une journée somme toute assez normale, plutôt calme. Hier, on a eu une belle journée, je crois, sur le S&P. On est monté à 4100. Donc voilà, c'était intéressant. Bitcoin a plutôt latéralisé dans la journée d'hier. Sur le carnet d'ordre, pas mal d'achats autour des 23,3. On avait cette zone ici, et c'est le même mur, je pense, qui était acheteur au 25,4. Et vous voyez qu'ici, qu'il est descendu au 23,3. On commence à avoir un petit peu de monde ici dans la zone, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et en tout cas, on n'a vraiment rien avant les 27,5. En revanche, à la vente, on commence à avoir un petit peu des ordres aussi, mais c'est pas folichon. Vous voyez que le carnet d'ordre est plutôt vide en ce moment. Option, on va pas regarder puisqu'on a clôturé la grosse clôture trimestrielle, donc pour moi c'est pas la peine. On pourra aller faire un point ici, à un moment donné, on pourra aller faire un point sur la prochaine option trimestrielle, mais ça serait un peu tôt pour moi pour le faire à ce stade. Ici, on avait dit que Bitcoin était plutôt shorté sur la zone. Vous voyez qu'on a récupéré ces deux points-là. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Pour moi, on a un prix qui augmente, un funding qui reste stable. Théoriquement, on devrait clôturer du short, donc je devrais avoir un funding qui augmente. Ça n'est pas le cas. Donc du coup, ça veut dire que j'ai du longueur en face qui vient longuer, si je me trompe pas. Pardon, autant pour moi. J'ai du shorter ici, en haut, qui a probablement shorté le top. Pourquoi ? Parce que normalement, le prix augmente. Le prix augmente ici. On aurait dû, et on voit d'ailleurs l'open interest qui augmente également, on aurait dû avoir une augmentation plus importante du funding. Ça n'est pas le cas. Le funding est à plat. Le funding aurait dû ici enclencher un funding plus positif que ce qu'il nous a donné. Il aurait dû faire ça. Si on avait été dans la normalité, eh bien, comme on clôturait du short, on aurait dû avoir un funding qui augmente. Étant donné qu'on clôturait du short, donc on aurait dû avoir un funding qui augmente. Et en l'occurrence, vous voyez que ça veut dire qu'ici, il y a eu des shorts qui se sont mis dans cette zone-là. C'est ça qui a créé ce mouvement. D'ailleurs aussi, il ne faut pas être dupe. Donc une partie de ce problème-là a été réglée dans le fait que le prix a augmenté encore plus, si vous voulez. Là on avait latéralisé. Ici, on avait augmenté. On avait augmenté de là à là. Quand je dis latéralisé, voilà. Et par contre, j'ai une diminution du funding. C'est pas tout à fait normal. Et en l'occurrence, on voit que derrière, on a eu ce up au 28 866. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Là, pour le coup, on a un prix qui diminue, open interest qui est stable et funding qui augmente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que on a du longueur en force qui est venu longuer ce bottom. En tout cas, tout ce mouvement-là, on le voit ici, c'est même plutôt... Mais en l'occurrence, voilà, un très gros long probablement qui s'est ouvert là. Donc là, ça nous fait dire que... Pardon, du coup, il va falloir que j'efface avant. Ça veut dire qu'il y a un gros point de long à venir prendre sous le dernier bottom. On va le mettre comme ça. Est-ce qu'on va prendre celui-là avant celui-là ? Je ne sais pas pour le moment. Au niveau de la 15 minutes, il semblerait en tout cas que la 15 minutes nous dise qu'elle est globalement prête à continuer ce mouvement puisque on a encore une fois cette anomalie qui s'est formée. On va sauver ça, on va aller voir Ether. Alors sur Ether, on est venu prendre le point haut. Pour moi, il y avait pas mal de longues sur Ether en dessous. À partir de là, notamment... qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Là, tout va ensemble, vous le voyez. Ici, tout va plus ou moins ensemble, encore que j'ai peut-être un peu plus
de long clôturé que prévu, mais bon, c'est pas incroyable. Ici, par contre, j'ai un gros niveau de long sur Ether. Vous voyez que c'est ce qu'on a travaillé ici. Ensuite, j'ai un prix qui augmente, donc là on peut dire que effectivement c'est la même chose que sur Bitcoin tout à l'heure. On a un point de short ici, et pour moi on a la même chose que sur Bitcoin, c'est-à-dire un point de long assez important, tout simplement parce que eh bien on a très fortement augmenté ici, vous l'aviez vu, et donc là il y a eu du long qui s'est mis en dessous, et puis voilà. Mais même analyse que BTC au niveau des points, sauf que pour moi BTC on n'avait pas ça, et sur Ether on l'a. C'est pour ça que j'aurais plutôt tendance ici à essayer de venir shorter Ether que Bitcoin. Et après encore une fois c'est mon avis, c'est ma manière de faire. Je travaille les liquidités ici court terme pour potentiellement aller chercher un mouvement plus important. Disons qu'en ce moment, étant donné qu'on est sur résistance, j'ai plutôt tendance à avoir un risk-reward intéressant à shorter, parce que ce qu'on peut faire en bas m'a l'air plus intéressant que ce qu'on peut faire en haut. Après, à chaque fois, il faut faire le point. Si jamais vous êtes haussier, n'hésitez pas à être à l'inverse de moi. Il n'y a strictement aucun problème avec ça. À partir du moment où vous acceptez votre risque et que vous avez travaillé votre scénario, aucun problème avec ça. Ici, on voit le gros long dont je parlais tout à l'heure, qui peut être probablement déjà nettoyé en fait. Et celui-ci, si on est en levier x100, ne l'a pas été. Donc les 28 000, 27 800, alors j'ai pas le prix de Bitcoin là sous les yeux. Vous voyez également qu'on renclenche du long sur le delta entre longueur et shorter sur les 5 derniers jours. On est plutôt en train de renclencher du long. Là où hier on était par ici, on est plutôt en train de... on va dire que le marché est en train de repasser un peu trop optimiste à mon goût en tout cas. On a quand même de la liquidité au-dessus, vous le voyez ici, c'est cette petite chose que vous voyez là, mais on a quand même, ici vous le voyez, bon en gros, c'est kiff-kiff à peu près, peut-être un tout petit peu plus au-dessus, mais voilà, pour moi, je le vois, c'est si jamais on vient vraiment faire un vrai mouvement baissier, que à ce moment-là, on aura quelque chose d'intéressant à prendre. Sur Ether... Vous le voyez, hier on était à peu près par là, 3 milliards, et désormais on est à 6 milliards, donc même chose, grosse position ici qui s'est ouverte, etc. Pour moi, la liquidité est plutôt longueuse, donc du coup j'aurais plutôt tendance à dire que Ether va travailler vers le bas dans la zone. Maintenant on peut encore accumuler du long, etc. J'ai pas forcément ici la science infuse, j'ai pas forcément... Je vois des choses qui me permettent de faire mon petit cooking, ma petite recette, mais ça veut pas dire ici nécessairement que c'est ce qui va se donner. C'est pour ça que j'ai un risk management, et que, encore une fois, je travaille sur un risk management. Ici, on a pris une partie du 12 heures, donc tout ce qui s'était fait en long sur le 12 heures a été déjà un petit peu travaillé sur BTC. Dans le 12 heures, on a 27,5 éventuellement en target, assez proche du prix. Sur le 7 jours, on a quand même du résiduel, vous le voyez en haut, on est bien sur BTC, oui. On a quand même du résiduel en jaune en haut, et on a à 27,5 vraiment ça qui vient de passer depuis hier dans le jaune. Donc pour le coup, là, dans la liquidité court terme, personnellement, j'ai tendance à avoir plus de choses en bas que de choses en haut, mais vous voyez qu'on n'est pas à l'abri d'un mouvement qui nous tape les 29,6 dans un premier temps, avant éventuellement de corriger vers le bas, ou de ne pas le faire, encore une fois. Ici, on voit sur la 1 mois qu'il y a encore de la valeur en haut. Et on voit sur la 1 mois que finalement, ça permet de mettre en corrélation, de mettre en proportionnalité, voilà, la zone des 27,4 dont on parlait tout à l'heure et qu'on voyait dans le jaune. En fait, le vrai jaune, il est à 22,3. Donc sur la 1 mois, ça me dit si on fait un mouvement, ici, vous le comprenez, c'est 31, et ici, c'est 22. Si on fait ce mouvement baissier, pour moi, il y a plus de reward à aller chercher cette zone-là que celle-là. Maintenant, il est tout à fait possible ici qu'on vienne chercher les 31, 32 avant d'aller chercher la zone dont je vous parlais. Malheureusement pour moi, si c'est le cas, et si ça n'est pas le cas, du coup, j'aurais fait un super trade et j'en serais très content. Ici, on commence à travailler également la zone basse du 12 heures, même chose, même analyse sur Ethereum que sur BTC. Sur la 7 jours, et là, pour le coup, on est plutôt shorté, et ça, je l'avais montré sur Ether il y a de ça une semaine ou deux, où j'avais dit, en fait, Ether, finalement, on n'a pas réellement... On a fait une structure légèrement différente de BTC qui fait qu'on a effectivement pas mal de longues au-dessus. Par contre, sur Ether, vous le voyez, effectivement, si on descend, c'est plutôt la zone des 1003 qui est visée ici, 1360, si on descend fort, et premier TP autour des 1007, deuxième TP autour des 1005, 1007, 1005, 1003. Même chose ici, vous voyez, il y a quelque chose à prendre, c'est relativement évident ici, et c'est plutôt court terme, donc il y a quelque chose à prendre sur Ethereum. On n'est pas à l'abri de faire ce mouvement, encore une fois. Donc ceux qui veulent attendre pour shorter qu'on ait pris cette bande jaune, c'est tout à leur honneur.
Et vous voyez qu'on force dans la zone des 2000 ici. Donc est-ce que le prix va nous donner un fort mouvement vers le bas pour ensuite revenir réenclencher du short au-dessus? Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir en fait? Est-ce qu'on va continuer sur cette espèce de pump qu'on est en train de faire sans correction? En tout cas depuis les derniers 20 000 $, pour moi c'est le cas. Ou alors est-ce que tout simplement, puisqu'on a de la liquidité au-dessus, enfin c'est relativement indécis en tout cas. Relativement indécis sur la direction à ce stade. On va revenir sur le prix, on va faire la conclusion. J'ai encore fait une vidéo de 50 minutes, mais vous voyez qu'on a montré un nouvel outil qui est BitInfoCharts, que j'utilise, j'ai déjà utilisé dans mes vidéos. Ceux qui me suivent depuis longtemps ont déjà eu droit à ce type de vidéo. On va clôturer sur de la petite time frame, donc plutôt dans l'idée du scalping, day trading, etc. Alors pour le moment, on a ce point qui tient là ici en scalping. Celui qui voudra éventuellement ouvrir un short, ça sera son point éventuellement le plus greedy pour ne pas attaquer la structure. C'est-à-dire la structure, ici vous le voyez que la 5 minutes est haussière à ce stade. Ouvrir un short peut-être dans cette zone là en se disant que ce niveau va repousser pour préserver une structure 15 minutes qui elle est baissière pourrait être une bonne idée. À l'inverse, celui qui voudra jouer du long, j'ai envie de dire que le niveau éventuel pour venir le faire, il y en a plusieurs. Il y a peut-être celui-ci. Hop. Celui-ci qui est intéressant, bon là on l'a pas tout à fait touché, mais celui-ci qui est intéressant, pourquoi? Parce que il n'altère pas lui-même, là je l'ai mal mis, mais voilà, il faudrait qu'il soit un peu plus haut. Oui, là on l'a touché en fait, pardon, autant pour moi. Il n'altère pas la structure 1 heure qui pour le coup, elle, est haussière, d'accord? À partir du moment où on perd ici ce point-là, celui-ci, vous comprenez qu'en 1 heure, on perd un creux majeur. Et là, effectivement, il y avait un long, celui qui voulait jouer du long, il y avait quelque chose à faire, effectivement, pour préserver la structure, ne pas attaquer tout simplement le creux précédent backside, donc ne pas aller chercher beaucoup plus bas, pour jouer éventuellement du long. Maintenant, pour jouer du long, là où ça me gêne un petit peu, on va repasser sur du 2 heures, c'est que globalement, ça correspond quand même à rentrer sur le haut d'un range, quoi. Donc jouer du long en haut d'un range, c'est pas extrêmement... vous le voyez ici quand on regarde la structure 4 heures, la structure maman. Et du coup, poser un long ici, ça veut dire poser un long, encore une fois, en haut de quelque chose plutôt qu'en bas. Donc voilà, ça me gêne un petit peu, je serai encore une fois plutôt en recherche de short à ce stade. Mais ça veut pas dire que ici, le prix ne peut pas exploser les 30 000 $ dans la journée. Personnellement, et vous vous en rappelez, moi je vous en ai pas mal parlé déjà sur cette chaîne, on est sur une résistance majeure là. Et cette résistance, vous le voyez, ici elle avait fait support, et là vous comprenez qu'on regarde le prix depuis 1 an et demi, 2 ans. Ici elle avait fait support également, et là je vois pas pourquoi elle ne ferait pas résistance à ce stade, donc je vois pas comment on peut la passer si facilement que tout simplement faire une grosse tige et continuer sur cette grosse tige pour finalement aller casser les 32 000 $ ici. Voilà, pour moi il y a quelque chose ici dans la zone des 29 131 qui va être très difficile à passer, et en tout cas ça serait logique qu'on ait plusieurs refus de passer cette zone là. Maintenant si on la passe, encore une fois, j'ai pas la science infuse, je ne sais pas de quoi sera fait demain, j'essaie juste de vous donner encore une fois la météo avec mes cartes satellites et ma manière de voir les choses et mon risk reward et mon rapport à l'argent. Donc c'est pour ça encore une fois que vous devez avoir votre manière de voir, votre météo, vos outils, vos cartes satellites et votre risque accepté. C'est le plus important, c'est d'accepter son risque, parce que si vous vous retrouvez dans des positions où vous n'acceptez pas votre risque, et du coup vous allez vous retrouver à faire n'importe quoi, à les couper alors que vous auriez dû les garder, et ainsi de suite, etc. Par exemple, ce genre de choses. Et à l'inverse, c'est très important d'accepter son risque, tout simplement. Voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord, mettre un like, c'est très important. Mettez un like sur les vidéos. Faites-le pour ceux qui suivent tous les jours dès le début, comme ça au moins c'est fait. Mais c'est vraiment ça qui peut pousser la chaîne vers le haut. Éventuellement commentaire d'encouragement. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question à la con du jour, si j'en trouve une dans les moins de 30 secondes, elle sera de dire: est-ce que vous avez... est-ce que vous intervenez ou pas? Est-ce que vous êtes uniquement crypto ou est-ce que ça vous arrive de trader
trader plutôt le marché action et ce genre de choses. Ça m'intéresse de le savoir. Est-ce que vous venez du forex par exemple? Est-ce que vous venez du marché action? Ou alors est-ce que vous avez atterri dans le trading et dans l'investissement par le marché crypto uniquement? Est-ce que c'est ça qui vous a amené à essayer de comprendre le monde de l'investissement, comment fonctionne l'argent, comment toutes ces choses-là sont fonctionnelles? Est-ce que c'est la crypto qui vous emmène à ça? Puisque je sais que mon channel est assez technique, c'est des vidéos assez longues, etc. Donc je sais que les gens qui me regardent sont nécessairement ici des gens qui ont soit une certaine forme d'instruction, soit essayent de s'instruire. Et donc du coup, voilà, la question du jour, elle sera: est-ce que vous aviez déjà un pied dans le marché spéculatif avant ça, ou alors est-ce que c'est tout nouveau pour vous? Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain. Encore une fois, très bonne journée à tous. Demain, pas sûr que je fasse une vidéo. On verra. Si j'en fais une, ce sera peut-être le matin, hyper short, vite fait. Voilà, regarder le prix, etc. Faire peut-être que de la price action en 10 minutes, mais je ne pense pas pouvoir faire une vidéo comme je le fais tous les jours, où on rentre bien dans le détail et où on va bien dans l'idée et le détail. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain, à très bientôt, ciao.